Donc, j'ai toujours vécu dans un contexte international et pas seulement cela, je suis née dans une région frontalière de la Belgique. J'ai épousé un frontalier italien de Trieste et notre vie finit ici à Nice, dans une autre ville frontière. Alors je me suis demandé pourquoi les frontières. C'est en fait parce que j'ai toujours voulu pousser plus loin les limites, aller au-delà même des frontières, voire essayer de les faire disparaître, parce que je crois beaucoup au caractère universel de la vie et j'ai toujours mené une vie, disons, cosmopolite. De père américain et de mère belge, j'ai grandi, disons, la semaine dans la francophonie et le week-end toujours comme anglophone. J'ai fait mes études à Bruxelles, des études de langue et d'interprète. Mais il faut dire qu'à l'époque, dans les années 60, Bruxelles était déjà trop limitée pour moi. C'était une ville un peu bourgeoise, assez fermée, et donc je voulais déjà dépasser les frontières. Je suis partie à Londres, ensuite à Vienne, où j'ai fait carrière à l'Agence internationale de l'énergie atomique et où j'ai rencontré Giorgio, une rencontre qui dure encore aujourd'hui, où il était venu un an après moi comme consul d'Italie. Ensemble, nous sommes partis en Inde, où nous avons vécu 5 ans, et c'est là que ma vie a en fait pris 2 voies parallèles. La voie professionnelle toujours d'interprète et l'étude de la philosophie hindoue, le yoga, ensuite son enseignement et sa propagation. Cinq ans et demi d'Inde, nous rentrons à Rome et Giorgio décide, après quelques années, de quitter la carrière diplomatique pour se consacrer à sa ville, Trieste. Trieste, à l'époque, on parle de 1989-90, et Trieste, dis-je, devait devenir le centre géopolitique de l'Europe du Sud. Mais quelques années plus tard, éclate la guerre de Yougoslavie, et moi je commence de nouveau à me sentir à l'étroit. Je veux retrouver des racines linguistiques francophones, et Nice devient notre lieu de prédilection, parce que Nice est un très bon compromis. Je continue encore cette vie de mouvement, de voyage entre Vienne où j'ai ma base professionnelle, Trieste et Nice jusqu'environ 2003 lorsque je décide que le mouvement extérieur peut se terminer et je reprends un voyage intérieur que j'avais déjà commencé intensément en Inde et cette fois-ci je veux lui donner aussi une expression artistique. Et c'est à ce moment-là que je décide de prendre les pinceaux et de me former dans différents ateliers. Et donc, je vais pratiquer dans les ateliers de maîtres déjà affirmés. Et très vite, je vais privilégier l'icône, l'iconographie, parce que ça correspond bien aussi à ma quête intérieure. L'iconographie avec un maître italien qui lui-même a un maître russe, l'enluminure avec un maître français, et j'ai commencé aussi par du figuratif avec un maître artiste qui était à Saint-Jean-Cap-Ferrat, où on travaillait en atelier. Donc j'ai eu cette grande chance de pouvoir pratiquer cet art en atelier, de ne pas aller dans des écoles, mais de pouvoir travailler près des artistes, ce qui a été très 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 utile. C'est un art extrêmement rigoureux, il faut le savoir, on travaille selon des codes qui sont millénaires, et on est inspiré surtout par la prière, la méditation et la tradition. C'est un travail de lumière qui demande beaucoup d'application et de concentration. Mais comme je suis un peu artiste dans l'âme, cela ne me suffisait plus. Et après, disons, avoir écrit, parce qu'on écrit une icône, on ne la peint pas, après avoir écrit environ une centaine d'icônes, je veux aussi, artiste toujours amoureuse de la voie spirituelle certainement, m'orienter vers quelque chose de plus délicat, de plus imaginatif, et je commence l'enluminure aussi. L'enluminure que je continue encore jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout.
je voulais reprendre du travail de matière. Et donc c'est à ce moment-là qu'en 2017, j'ai eu cette transition entre l'iconographie et l'enluminure et ce que j'appellerais un art sacré abstrait, mais que certains de mes amis peintres qualifient plutôt de peinture métaphysique. Et donc là, je travaille beaucoup plus la matière. J'ai la chance de rencontrer un artiste qui excelle dans cet art-là, à Florence. Je vais plusieurs fois suivre des ateliers chez lui et on travaille surtout des matières pauvres. Alors dans l'icône, on a des matières très nobles. On travaille avec la feuille d'or, on travaille avec du bois qui est assez précieux, des pigments authentiques, véritables. Et là, dans cet art sacré abstrait, j'utilise des toiles, du polystyrène d'un certain type, de l'acrylique et toutes sortes d'enduits, de vernis et de cire, pour réaliser, disons, au début, un encadrement de l'icône. C'est-à-dire que je donne une interprétation, une version plus abstraite du sujet de l'icône. Et le déclic, en fait, est intervenu en 2018, quand je faisais une exposition toujours à la Galerie des Dominicains avec 2 collègues iconographes et j'ai osé à ce moment-là mettre quelques interprétations d'un idiome plus abstrait. Et j'ai vu que ça plaisait énormément au public. Les personnes posaient beaucoup plus de questions parce que l'icône a quand même un caractère, disons pour certains, religieux. Moi, ce n'est pas le caractère religieux de l'icône qui m'intéresse, c'est plutôt sa dimension mystique et qui lui donne un caractère universel, donc très spirituel. Si j'ai choisi le mot senso, qui en français est un signe monosyllabique de sens, c'est parce que ce petit mot est vraiment chargé de valeur pour moi, parce qu'il signifie dans ces 3 acceptions à la fois la sensation, la destination et la signification. C'était le mot que j'avais choisi comme titre d'une œuvre charnière que j'avais présentée à une exposition collective à Trieste en 2017 et qui marque en fait la transition entre ma période iconographique et la recherche d'un idiome ou d'un langage un peu plus abstrait. L'exposition va couvrir donc la période charnière où j'ai commencé avec cet art sacré abstrait, mais avec des références aux enluminures sur chaque fois un thème particulier. Donc pour chaque thème, j'aurai l'icône, l'enluminure et le tableau plus abstrait. Et je reprends certaines des œuvres que j'avais exposées à la Messe des artistes, par exemple, parce que je collabore beaucoup avec l'aumônerie des artistes de Nice et avec le père Yves-Marie Lequin, qui nous donne chaque année un thème particulier, que ce soit pour les expositions d'été ou pour la Messe des artistes le mercredi des Cendres. Donc je reprends différents thèmes lors de cette exposition. Je travaille avec la lumière. Pour moi, c'est très très important. Je ne fais pas un travail instinctif, je ne fais pas une peinture de tripes, comme c'est très souvent le cas dans l'art contemporain, c'est plutôt une peinture du cœur. Et la lumière, elle ne jaillit pas des ténèbres chez moi, dans mon travail, mais elle illumine les ténèbres, elle éclaire les ténèbres. Et en fait, c'est ce qu'on apprend de l'icône. Parce que dans l'icône, on commence toujours par une base foncée, et puis de cette base foncée, on essaye de faire monter la lumière. Et également l'utilisation de l'or. Et je dirais que l'or, le matériau or, a créé le lien pour moi entre ce que je faisais pour l'icône et l'enluminure et cet art abstrait, cet idiome beaucoup plus abstrait, où figure toujours la feuille d'or. L'art abstrait révèle toujours ce qui est indicible, et l'icône, c'était ça aussi. L'icône qui se fonde sur la personne du Christ. Le Christ a dit « Je suis la vérité, je suis la voie, je suis la vie ». Donc ce n'était pas du figuratif non plus, c'était de l'abstrait. Et c'est donc vers cette abstraction-là que je tends dans mon travail. Moi, j'aime peindre comme on écrit, c'est-à-dire que j'aime toujours garder une distance
entre moi-même, entre mon ressenti, entre ce que je peins et celui qui regarde. Mais ce n'est pas une distance comme un écart, c'est plutôt une distance vivante dans le sens de ce que François Julien, ce philosophe contemporain, a décrit dans les transformations silencieuses. Ce n'est pas un hasard qu'en venant passer des vacances d'hiver à Nice et en ne cherchant absolument pas un appartement, Giorgio et moi, on voit le château de l'Anglais, on reconnaît tout de suite les formes hindoues, le Red Fort de Delhi, ça nous intrigue et puis de fil en aiguille, on arrive ici au château de l'Anglais. Et là, j'avais fait des recherches qui ont abouti à un livre qui s'appelle Le Château de l'Anglais, avec comme sous-titre Histoire, légende au pluriel et mystère, et qui est l'aboutissement de nombreuses années de recherche. L'épopée du colonel Smith. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que quand on est arrivé ici, j'entendais tellement d'histoires saugrenues sur lui que je dis c'est pas possible. Il a dû quand même être quelqu'un d'intéressant pour d'abord acheter le promontoire du Mont-Boron, s'installer solitaire alors que tous les Anglais étaient réunis au quartier de la Croix de Marbre. Le port était un coupe-gorge à l'époque. Il n'y avait ni électricité, ni gaz, rien du tout. Et il construit cette énorme résidence et il en construit une pratiquement identique dans le Devonshire en Angleterre au même moment. Donc j'ai fait une recherche sur sa vie. Et il se fait qu'il est de l'époque de la East India Company, la Compagnie orientale des Indes, donc avant que les Anglais ne prennent vraiment le pouvoir en tant que gouvernement en Inde, ou aux Indes à l'époque, comme on les appelait. Et le colonel est à la fois artiste, aquarelliste, il est également bâtisseur, il est également conservateur ante litteram des monuments moghols de Delhi, et il a une vie extrêmement intéressante. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on est à la mi-19e, fin 19e, on a beaucoup de cette architecture de la nostalgie, ce qu'on appelle l'orientalisme aussi. On est très intéressé par l'Orient et donc ces personnes qui reviennent avec des fortunes aussi amassées là-bas veulent reproduire leur microcosme en Europe. Mais chez le colonel, je crois qu'il y a quelque chose de plus. Il y a un mystère chez ce colonel, parce que, par exemple, sur les façades de ces châteaux, pourquoi y a-t-il des grandes croix avec des flammes? Si on est dans une résidence privée, on n'a pas envie de mettre des croix sur sa façade. On se construit une chapelle à l'intérieur du château, c'est le cas en général. On retrouve sur les tours latérales des coupes avec des flammes, des Saint-Georges qui terrassent le dragon. Et donc là aussi, j'ai fait des recherches et j'ai été très aidée. J'ai rencontré un musicologue anglais qui avait fait beaucoup de recherches sur l'orage, sur la East India Company et sur le colonel. Et lui, il avait retrouvé en effet que ce colonel avait beaucoup de recherches spirituelles et qu'il recherchait un rapprochement entre l'Occident et l'Orient. Alors, a-t-il construit ces châteaux tard dans la vie, veuf, avec un seul fils qu'il avait mis en pension en Angleterre, pour créer une société de recherche, une société un peu initiatique? Le mystère plane toujours et moi, dans mon livre, je donne quelques pistes à ce sujet.